avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Tous les magistrats de la République, ceux qui les représentent à l'occasion de cette audience solennelle, et moi-même, sommes très honorés de vous voir, de vous compter parmi nous à cette journée de rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Votre présence, que nous saluons avec chaleur, est un symbole de la manifestation de votre attachement à cette valeur républicaine qu'est la justice. La présente rentrée judiciaire intervient 10 mois après votre brillante réélection à la magistrature suprême, qui vous permet de consolider les acquis et de conduire la République démocratique du Congo, notre pays, vers des lendemains meilleurs. Vous n'avez cessé de rappeler que votre vision d'un État de droit a pour socle la justice, sans laquelle il n'y a point de République, de démocratie ni de progrès social. Au nom de tous les magistrats du ministère public, au mien propre et à celui du personnel de l'ordre judiciaire des parquets, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir recevoir ici l'expression de mes sentiments patriotiques et de profonde gratitude. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près cette Cour et honorés collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et honorés collègues, Madame le Premier Président et Monsieur le Procureur général près ce Conseil d'État et très honorés collègues, Monsieur le Président, Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des FARDC et honorés collègues, Mesdames et Messieurs les députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs les députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président de la Cour des comptes et Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Commandant de la 11e région militaire, Monsieur le Commissaire provincial de la Police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués partenaires et représentants des organismes internationaux, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, ou mieux de Lingwala, chers collègues magistrats, Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. C'est avec une immense joie et une grande considération que les animateurs du pouvoir judiciaire vous accueillent en cette circonstance et se sentent honorés de vos soutiens et engagements inestimables à la cause de la justice dans notre pays. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément aux articles 153 alinéa 1er de la Constitution, tel que modifié par la loi 11-002 du 10 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 et 64 de la loi organique numéro 13/011-B du 1er avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à la date du 15 octobre, il se tient annuellement une audience solennelle et publique de rentrée judiciaire de la Cour de cassation, au cours de laquelle le procureur général près cette Cour prononce une mercuriale. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant:
la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. J'ai bien dit la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État dans ses relations avec les citoyens. Il en découle que si l'une de ces règles se trouve violée, l'on assisterait très clairement à l'effondrement de cet état de droit. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. L'article 11.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Il s'avère qu'en procédure pénale congolaise, le principe de la présomption d'innocence encadre également l'instruction préjuridictionnelle, qui est une phase de l'enquête au niveau de la police judiciaire et du parquet et qui a pour but la collecte d'éléments qui corroborent l'existence de l'infraction, la découverte de l'auteur présumé et la démonstration de la participation de ce dernier à la commission de l'infraction. Autrement dit, l'accusé n'est pas déclaré innocent, mais simplement présumé innocent. Présomption simple, renversable au moyen de preuves fournies publiquement et soumis au débat contradictoire. L'officier de police judiciaire ou les magistrats du parquet sont donc tenus à une double obligation. D'une part, compte tenu de la présomption d'innocence, ils doivent veiller à ce que les discrédits ne soient inutilement jetés sur les personnes. D'autre part, ils doivent agir avec efficacité dans la collecte d'éléments de preuve. L'objet principal de la présente mercuriale est donc d'approfondir la réflexion sur les principes de la présomption d'innocence et ensuite d'examiner les atteintes y afférentes dans la phase préjuridictionnelle. L'intérêt de l'étude est de contribuer à la lutte contre les violations des droits des personnes poursuivies en justice, d'écarter tout risque oblitérant la manifestation de la vérité dans un procès pénal et de renforcer la capacité des médias et de l'opinion publique à la maîtrise et au respect des droits humains. Les notions générales de présomption d'innocence se trouvent dans l'article 17 de la Constitution qui énumère ceci, qui édicte que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Ainsi, dans notre droit, il apparaît clairement que la présomption d'innocence est un droit fondamental, constitutionnellement garanti et situé dans les blocs de constitutionnalité de notre loi fondamentale, base de notre société. Elle est également une règle de preuve, en vertu de laquelle la charge de la preuve de la culpabilité d'un individu incombe au ministère public, organe poursuivant, et en cas de suffisance de preuve, le doute doit absolument profiter à celui qui est accusé. C'est la cristallisation de l'adage in dubio pro reo. Concrètement, le principe fait peser la charge de la preuve sur l'accusation. Cette règle n'implique pas pour autant que le prévenu ou l'accusé reste passif, que non. Il devra également apporter des éléments de preuve pouvant établir son innocence dans ses moyens de défense en vertu du principe du contradictoire. Historiquement, pendant très longtemps, ce principe a fortement évolué. La présomption d'innocence bénéficiera par la suite de la dynamique internationale de la protection des droits de l'homme pour revêtir une dimension universelle et régionale. Présentée comme un rempart contre les abus du pouvoir et les injustices, la présomption d'innocence va être consacrée par de nombreux textes de droit international et national. Ce principe fut consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle que nous venons de le dire si haut, en son article 11.1 et par de nombreux instruments internationaux.
Les exigences par rapport aux droits de l'homme sont nombreuses. Dans les affaires sensibles et médiatisées, où la protection des droits humains est particulièrement mise en évidence, ce principe implique toute autorité doit s'abstenir de préjuger l'issue du procès et qu'aucune personne ne doit porter atteinte par des propos tenus publiquement à la présomption d'innocence de quelqu'un, même en dehors de tout procès. Il convient de relever que cette garantie judiciaire est loin d'être une prime à l'impunité, mais au contraire, elle est un moyen de combattre l'arbitraire. Le principe de présomption d'innocence a des limites. La limite la plus frappante est celle liée à la détention préventive, où quelqu'un peut être mis en état d'arrestation au moment où il n'est pas encore déclaré condamné par un jugement définitif. Qu'est-ce que c'est à dire? Nous sommes de ceux qui pensent que pour la défense de la société et la sécurité publique, moyennant respect des conditions légales, l'auteur présumé de l'infraction peut faire l'objet de restrictions de sa présomption d'innocence par sa garde à vue ou sa détention préventive, sa liberté absolue constituant un danger pour la société. Il en est également de même pour les infractions flagrantes ou réputées telles, où toute personne peut se saisir de l'auteur présumé. Je dis bien, en cas d'infraction flagrante, toute personne peut se saisir de l'auteur présumé à la condition de le conduire immédiatement devant cette autorité qui est la plus proche. Dans ce contexte, cette personne peut donc se saisir d'un individu poursuivi par la clameur publique ou trouvé porteur de faits constitutifs de l'infraction. Les travestissements de ce principe amènent la population souvent à lyncher le présumé auteur. Un monsieur trouvé en possession de quelque chose qui a été volé, qui aurait été peut-être remis de très bonne foi par le vrai voleur, se verra ainsi conduit devant une autorité peut-être après avoir subi des sévices sur son corps. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous pénétrer de ce principe de présomption d'innocence. Pendant l'instruction préparatoire, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public a le pouvoir d'apprécier la culpabilité de la personne mise en cause en vue de dégager les caractères sérieux des indices de culpabilité et de décider s'il est chef de l'arrestation de l'intéressé. C'est la garde à vue pour une durée maximale de 48 heures. Mais que ne constatons-nous pas? Que nos policiers, plus précisément nos officiers de police judiciaire, vont au-delà du délai légal de garde à vue qui est de 48 heures. Et là, ce sont des restrictions, des atteintes plutôt à ce principe d'innocence. Alors, quelles sont ces atteintes? Les atteintes sont entendues comme en cas de violation expresse de présomption d'innocence. Elles existent et doivent être absolument dénoncées. Les mesures de police ou pratiques contre légem attentatoires à la présomption d'innocence s'érigent en une véritable barrière pour une justice saine. Il arrive que pour plaire à l'opinion publique et par esprit de gloriole, l'officier de police judiciaire prenne des mesures de police et affiche un comportement attentatoire, des présomptions attentatoires à la présomption d'innocence et partant à la neutralité de l'enquête. Prenons le cas de promener la personne arrêtée, suspendue en son cou la poule, traversant la ville avec la clameur publique. Il en est de même de l'OPJ qui présente au public et aux médias les personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête comme étant coupables et les qualifie déjà de malfaiteurs qui doivent être condamnés. Ici, je voudrais que nous fassions la part des choses entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance qui régit la police judiciaire, l'enquête préliminaire qui est secrète, les officiers de police judiciaire ne peuvent tenir en principe de point de presse qu'avec l'autorisation du procureur de la République, que ne constatons-nous pas sur terrain. Cependant, la seule révélation lors d'une conférence de presse organisée par la police avec les noms des suspects ne suffit pas à conclure à la violation de leur présomption d'innocence
lorsque les policiers n'ont pas exprimé leur conviction quant à la culpabilité de ceux-ci, ni n'ont préjugé à l'appréciation des faits par les autorités. Compte tenu de l'importance de la règle, le respect de la présomption d'innocence de ce principe s'impose aussi au ministère public, le magistrat du parquet. Ceux-ci, au sein du ministère public, sont, comme vous le savez, les représentants de la société dans les affaires pénales. Par respect au principe de la présomption d'innocence, le ministère public instruit à charge et à décharge. L'article 27 du Code de procédure pénale, qui consacre la détention préventive, émet à la conditionnalité de cette application de la détention préventive l'existence des indices sérieux de culpabilité que la loi réprime d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine équivalente, inférieure à 6 mois de servitude pénale principale, mais supérieure à 7 jours, s'il y a à craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si l'intérêt de la sécurité publique le réclame. Ce sont autant de conditionnalités à l'appréciation du ministère public. Ainsi, porte atteinte à la présomption d'innocence l'officier du ministère public qui décide de priver un accusé de sa liberté alors que les conditions ci-haut énumérées ne sont pas réunies pour sa détention. Il s'agit là d'une détention abusive qu'il faudra absolument dénoncer. De même, l'interdiction des sorties du territoire national imposée à une personne qui jouit totalement de sa liberté énerve, sans la violer, la présomption d'innocence. Exceptionnellement, elle peut être de mise lorsque les circonstances de l'instruction, preuve à l'appui, le veulent. De même, viole aussi la présomption d'innocence, comme le relève le professeur Kavunja, le fait pour un magistrat instructeur d'exiger du justiciable sans réserve ni nuance qu'il apporte la preuve de son innocence. Lui qui est l'organe accusateur ne peut pas au départ demander à l'accusé de pouvoir présenter les preuves de son innocence. Par contre, le principe de la présomption d'innocence viole le principe de la présomption d'innocence le magistrat instructeur qui envoie en fixation devant la juridiction des jugements un dossier pour plaire à un ami ou sous la pression de l'opinion publique, sachant bien que le dossier est fondamentalement vide. Au niveau des médias, des réseaux sociaux et de l'opinion publique, c'est là où il faut dire que les relations entre la justice et la presse ne sont pas sans susciter des difficultés dans la mesure où ils servent souvent en conflit deux valeurs fondamentales que sont les droits à la liberté d'expression, d'une part, et les droits à la présomption d'innocence, d'autre part, tous les deux droits étant consacrés par la Constitution. La liberté d'expression est comprise comme étant un droit constitutionnel reconnu à l'individu de communiquer des idées, des informations de son entourage. L'article 125.a de l'ordonnance de loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de la liberté de la presse en République démocratique du Congo punit conformément au code pénal quiconque viole la présomption d'innocence lorsque les procédures judiciaires sont en cours avant le débat en audience publique. D'aucuns pourraient se demander s'il y a une contradiction entre la liberté d'expression et la présomption d'innocence. Que non. Les deux principes s'accordent en réalité et se complètent. Ils garantissent le droit de chaque citoyen, celui de s'exprimer librement, de faire connaître des opinions et celui de protéger son honneur et sa dignité. Les équilibres nécessaires s'imposent donc entre le droit de l'information et le droit à la présomption d'innocence. Ce comportement s'analyse aussi en faits infractionnels appelés imputation dommageable, faux bruit, dénonciation calomnieuse. À en croire que tout le monde dans notre pays serait devenu juriste
quand bien même il ignore tous les éléments constitutifs d'une infraction. Les réseaux sociaux et l'opinion publique, les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations, occupent une place prépondérante dans notre société moderne. Ces réseaux tels que Facebook, X, Twitter, Instagram offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations qui interagissent. Ils sont le prolongement de l'opinion publique. Leur influence est indéniable. Mais cette omniprésence soulève des débats sur les avantages et inconvénients de ces médias sociaux. Leurs utilisateurs s'intéressent très souvent aux questions de justice dans ce pays, mais sans en détenir tous les contenus, en organisant des émissions et en commentant l'actualité judiciaire. C'est dans ce contexte que plusieurs personnes faisant l'objet d'instructions ou de poursuites sont présentées déjà comme des coupables, les exposant ainsi au mépris et au déshonneur, ternissant leur image, alors qu'aucune décision de justice ne les condamne quant à ceux. Les réseaux sociaux impactent négativement la plupart du temps sur l'administration de la justice. Ils impactent la plupart du temps très négativement. À la longueur des journées, on crie au détournement, sans qu'on ait des preuves à avancer. Et lorsque la justice, alors la vraie, met la machine en marche et aboutit à la conclusion évidente des non-lieux, tout au moins au niveau du ministère public, la rue crie. Et souvent, un fait doit être dit, aussi immoral soit-il. Je le dis bien, un fait, aussi immoral soit-il, ne peut être constitutif d'une infraction tant que le législateur ne l'a pas défini ainsi. C'est le principe internationalement connu, nullum crimen nulla poena sine lege. Pas de crime ni de peine sans loi. Cette utilisation abusive des médias sociaux viole profondément la présomption d'innocence qui est, comme nous l'avons dit, une garantie de vie privée. Ainsi, viole la présomption d'innocence. Un internaute qui qualifie de détourneur un gestionnaire qui fait l'objet d'enquêtes préliminaires ou préparatoires. Tant qu'aucun jugement de condamnation n'ait été rendu, il reste présumé innocent. Et ces qualificatifs de détourneur ne pourraient aucunement s'appliquer à lui. En définitive, la présomption d'innocence protège la vie privée de chaque citoyen et donne droit à la victime de poursuivre en justice l'auteur des propos ou des images jugées offensants, diffamatoires ou calomnieux. Prenons le cas de M. Malongo, qui a fini son boulot, qui rentre à la maison. Habituellement, son épouse vient l'accueillir au perron. Il sort de la voiture, ne trouve personne. Il monte les escaliers. Il entre dans la préchambre, dans l'antichambre, cherche, il y a l'impression d'aucune âme qui vive. Dans un réduit, il y retrouve son épouse et ses enfants pratiquement mouillés, en pleurs. Et de demander pourquoi cette atmosphère austère, inhabituelle. Et tout d'égo, on lui présente un téléphone avec des gros titres. Voilà, nous avons honte de vous, cher papa, cher mari, parce que vous êtes ceci ou cela, vous avez tué. Tout ce que tu nous apportes, tu détournes. Et déjà dans les réseaux sociaux, le jugement est compté. Une femme téméraire qui viendrait peut-être accueillir son mari au perron ferait peut-être juste le contraire pour lui dire: monsieur, rentrez d'où vous venez, on n'a pas besoin de vous, vous nous avez toujours trompés, voilà, on a publié sur les réseaux sociaux, vous ne valez pas la peine d'être ni notre mari ni notre papa. Ce sont autant de dérives auxquelles nous assistons. Le tribunal des réseaux sociaux qui condamne sans le moindre élément de preuve. Et la République démocratique du Congo semble être devenue ce pays des détourneurs. Et lorsque les preuves leur est demandées,
ils jasent, ils n'ont rien dans leur gibecière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents réitérés. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant de terminer mon propos, je m'en vais vous rappeler quelques lignes maîtresses. Après avoir cerné les contours de la présomption d'innocence et formulé une définition telle que généralement admise, nous avons indiqué son évolution historique, son fondement juridique, ses exigences au regard des droits de l'homme, sans oublier ses limites avant de faire état des instruments juridiques et relatifs. Il a été aussi question essentiellement de faire une évaluation non exhaustive des différentes formes d'atteinte à ces principes de présomption d'innocence qui se rencontrent chez nous au cours d'une instruction préjuridictionnelle. La présomption d'innocence est une des valeurs essentielles du droit pénal moderne qui est inscrite dans notre Constitution et dans les outils internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Entre un présumé innocent et un innocent d'une part, et entre un présumé innocent et un coupable d'autre part, il existe un écart qui ne peut être effacé que par un jugement définitif et irrévocable d'acquittement ou de condamnation. Il s'ensuit que la présomption d'innocence telle que consacrée par ces instruments juridiques vise à protéger l'individu présumé auteur d'une infraction et s'impose erga omnes. Elle est une garantie contre l'arbitraire des autorités chargées de la recherche de la preuve et les rumeurs non fondées de l'opinion publique. La présomption d'innocence dans le procès pénal apparaît donc comme la meilleure protection de la liberté individuelle, de l'honneur et de la dignité de la personne humaine. Elle s'oppose en principe à l'arrestation de toute personne avant l'établissement de sa culpabilité. Voilà pourquoi nous avons aussi érigé en principe pour reviver les acteurs judiciaires du ministère public le principe qui veut que la liberté soit la règle et la détention l'exception. Les atteintes à la présomption d'innocence mettent en péril certains droits fondamentaux de la personne tels que sa dignité, son droit à un procès équitable, et doivent donc être évitées. Nous y veillerons, car elles peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires à l'endroit de leurs auteurs. Parce qu'un état de droit ne se construit pas sur fond de violation des textes légaux qui frisent l'arbitraire, la diabolisation ou l'abus de pouvoir. Il est impérieux que la régénérescence de la justice que prône le chef de l'État magistrat suprême passe par le tamis juridique pour ne faire passer que ce qui est éligible à l'édification, mieux à la solidification d'une puissance étatique et non à celle d'un individu puissant, égoïste, calomnieux, au mépris des valeurs humaines. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Pour le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, je requiers qu'il plaise à la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Je vous remercie. La Cour vous remercie.